Eh bien, bonjour à tous. Merci beaucoup de votre présence. Bienvenue au Paris Air Lab. Ici, vous êtes dans le cœur du Salon du Bourget, parce que c'est ici que se dessine, que se décide l'avenir du transport aérien. Vous allez voir un nombre incroyable d'innovations ici, les carburants durables à ma droite, tout au fond, des moteurs à hydrogène, des fauteuils ultra légers, des nouvelles manières de construire des avions. Il se passe énormément de choses ici même. Et puis, il se passe aussi des rencontres, des tables rondes, et c'est celle qu'on va avoir maintenant, ici même. On va parler du voyage de demain, à quoi est-ce qu'il va ressembler, et à quoi va ressembler le voyageur de demain également. Alors, les voyageurs du ciel, ils ont été soumis à rude épreuve récemment. Les confinements ont bridé les voyages. Ils ont de plus en plus des préoccupations légitimes vis-à-vis du changement climatique, vis-à-vis de l'environnement. Les prix également ont tendance à augmenter ces derniers temps. Mais malgré tous ces facteurs qui ont été limitants, eh bien, le voyageur du ciel est de retour. Le transport aérien a quasiment retrouvé ses niveaux d'avant Covid. Alors, à quoi vont ressembler ces voyages demain? Comment le voyageur va-t-il se comporter? Est-ce qu'on se comporte de la même manière quand on voyage et qu'on est américain, qu'on est français, européen, qu'on est africain, qu'on est asiatique? Voilà le genre de questions qu'on va poser à nos intervenants. Il s'agit de Paul Chiambaretto, Pascal de Izaguirre et Jean-Didier Urbain. Venez nous rejoindre, messieurs, venez vous installer. Voilà, on est ensemble pour 1 heure. So, English speakers are most welcome here. Of course, the round table will take place in French, but you can have an instant translation. All you have to do is use the QR codes, which you can see on the side of the stage, and use them, and you will get to an internet site which will give you instant translation with your phone. Yes, you will have an instant translation using just your phone. Alors, je switch back au French, si vous me passez l'expression, et je vous présente nos intervenants. C'est Jean-Didier Urbain, bah oui, c'est vous, vous êtes là, ouais. Anthropologue, spécialiste du tourisme. C'est vraiment le volet tourisme qui vous intéresse. Et quelle est la mentalité du tourisme, notamment, c'est ça. L'anthropologie, c'est le scientifique des mentalités. À ma gauche, Paul Chiambaretto, vous êtes chercheur dans une chaire qui s'appelle la chaire Pégase. Une chaire, c'est un peu comme un laboratoire, hein. Et donc, Pégase montre bien que vous vous intéressez aux questions de l'aérien et vous avez beaucoup étudié le rapport des Français au transport aérien. Et Pascal de Izaguirre est avec nous, le président de la FNAM. Alors la FNAM, grosso modo, la FNAM, c'est la fédération qui représente les compagnies aériennes, enfin beaucoup d'acteurs, et en particulier les compagnies aériennes. Et elles aussi, elles ont besoin de savoir à quoi vont ressembler les voyages demain. Et vous êtes aussi le président vous-même d'une compagnie aérienne qui s'appelle Corsair. Alors on va commencer avec vous, Pascal de Izaguirre. Donc la FNAM, elle représente 95% de la flotte et des activités du secteur du transport aérien français. C'est 100 000 emplois directs, hein, voilà. Absolument. L'idée, la FNAM, voilà ce que ça représente. Ici même, on a Airbus, on a Boeing qui ont dit que les jours passés qu'on s'attend à quelque chose comme un doublement du nombre de voyages, de voyageurs dans les 20 prochaines années, de voyageurs aériens. Donc, si on se projette sur le voyageur de demain sera nombreux, on peut dire ça? Il sera forcément nombreux parce que je pense effectivement que ces hypothèses, elles sont tout à fait crédibles. Alors, évidemment, il faut faire une distinction entre les continents, hein. Vous avez des marchés beaucoup plus matures comme l'Europe, l'Amérique du Nord à un degré différent, et puis vous avez en fait les autres pays. Et ceux-là, si vous voulez, envisagent une expansion considérable de leur transport aérien. Vous avez vu les dernières commandes qu'ils ont annoncées, c'est d'ailleurs assez symptomatique, voir qu'une compagnie indienne comme
Indigo a commandé 500 avions. C'est un record, hein. C'est un record. Air India a confirmé sa commande de 250 avions. Et vous savez que la compagnie turque envisage une commande de 600 avions. Hein. Turkish Airlines. Turkish Airlines, absolument. Donc on voit bien qu'on est dans des problématiques tout à fait différenciées. C'est vrai que donc ça soulève un défi pour nous, le secteur aérien. C'est comment concilier croissance inévitable du transport aérien, parce que je ne pense pas qu'il sera très difficile de brider cette croissance, même si on reviendra sur l'évolution des comportements des voyageurs, et comment on concilie ça avec l'impératif de décarbonation de ce secteur aérien. Ça, c'est une énorme question qu'évidemment on se pose ici même, hein, au Paris Air Lab, dans les débats qu'on a tous ensemble. Donc, un voyageur de demain qui sera nombreux, voilà, il y aura beaucoup de voyageurs demain. Et alors, si on revient à l'actualité, à ce qui se passe aujourd'hui, on sort de la Covid, là, depuis quelque temps, et vous avez retrouvé des niveaux d'avant Covid. On va dire qu'effectivement, et ça montre la résilience quand même extraordinaire du secteur de l'aérien, mais ça montre aussi la très forte envie, le très fort appétit de voyage aérien. C'est que 2023, effectivement, on peut considérer que le niveau de 2019 sera peu ou prou retrouvé, ce qui est beaucoup plus favorable que les principales prévisions. Hein. Donc ça montre qu'aujourd'hui, malgré tout le discours que l'on entend, qui parfois peut être très négatif, hein, sur l'aérien, ça ne percole pas encore dans l'opinion publique, c'est-à-dire que les éléments comme la honte de l'avion, etc., ce sont des comportements qui sont extrêmement... La honte de l'avion. La honte de l'avion. On appelle ça le flic fam aussi. Voilà, ne percole pas dans l'opinion publique. Néanmoins, moi je pense, et nous pensons qu'au fur et à mesure, il y aura une évolution des comportements des consommateurs, en tout cas dans un marché mature comme l'Europe, qui se traduira par une autorégulation, certainement le désir de limiter son nombre de voyages. Mais si on se place à l'échelle de la planète, on voit que cet appétit de voyager, cette démocratisation du transport aérien qui a eu lieu sur le continent européen, qui n'a pas encore eu lieu dans d'autres zones du monde, il va se produire. Il va se produire. Alors, il y a quelqu'un qui a vraiment étudié ce lien entre les voyageurs, les Français en particulier, et puis justement ce lien avec la question des émissions de CO2. Donc, comment est-ce que nous, voyageurs, on se place? C'est Paul Chiambaretto, donc je le disais, cher Pégase, donc chercheur à la chaire Pégase. Donc, c'est un laboratoire de recherche qui est spécialisé dans ces sujets-là à la Montpellier Business School. Donc, ce sont 20 chercheurs sur l'économie du management du transport aérien et de l'aérospatial. Et vous réalisez des études, des rapports, justement, sur les comportements des Français en matière de transport aérien. Alors, justement, vous avez fait une étude, hein, c'était en 2020. Donc, c'était il y a quand même 3 ans. Ça doit pas mal évoluer, hein, comme ces choses-là. Mais en 2020, quelle était la perception des Français vis-à-vis de l'impact environnemental du transport aérien? Alors notre premier rapport, en fait, qui date en effet de 2020, portait justement sur cette perception, cette image que les Français ont du transport aérien. C'était le début du flight shame, le Flugscham, et on essayait de comprendre la honte de prendre l'avion, exactement. Et ce qu'on a pu observer à ce moment-là, c'est qu'en fait, globalement, 90% des Français avaient tendance à surestimer l'impact environnemental du transport aérien. Et c'est un point qui est important et qui, finalement, pour les acteurs du transport aérien, peut paraître assez étonnant. Mais en fait, la majorité des Français n'ont pas vraiment d'avis, pas vraiment de connaissances sur le secteur aérien. Le secteur aérien a une part de culpabilité, d'ailleurs, dans le sujet, puisqu'en fait, jusqu'en 2020, on ne communiquait pas particulièrement dessus. Et une initiative comme le Paris Air Lab, finalement, est quelque chose qui va dans le bon sens pour pouvoir arriver à expliquer ce qui est fait en matière d'impact environnemental du transport aérien. Et finalement, le fait que 90% des Français surestiment l'impact environnemental du transport aérien, qu'à peu près 95% d'entre eux ne connaissent pas la dynamique de réduction des émissions unitaires, bien évidemment, des émissions de CO2, ça contribue à développer un certain nombre de tensions, de difficultés pour le secteur. Et donc, un des enjeux... On surestime dans quelle proportion? Parce que moi, j'entends des chiffres un peu différents. Là, j'ai entendu 2% des émissions, c'est du transport, parfois 3%. Et tout à l'heure, il y avait quelqu'un ici sur cette stage, sur cette scène, qui disait 5%. Alors, c'est assez difficile de mesurer les émissions.
On a une. Et alors, ouais, alors justement. Le français moyen, qu'est-ce qu'il dit alors, alors lui si on revient déjà sur les chiffres, les études scientifiques qui font à peu près consensus, qui n'est pas de nous, donc c'est pour ça que je peux le dire en toute honnêteté. On est sur 2,1% des émissions de CO2 et à peu près 3,5% des gaz à effet de serre, des émissions de gaz à effet de serre. C'est l'étude de Lee et al. 2021, voilà. Maintenant, quand on leur pose la question, on a 90% des Français qui pensent que c'est plus, on a à peu près 50% des Français qui pensent que c'est plus de 10%. Donc on est très très loin de la réalité, qui confondent autour de 4%, 5%, on peut ne pas leur en vouloir. Mais en revanche, estimer que c'est plus de 10%, là pour le coup on est beaucoup plus loin de la réalité. À quoi ça tient ? Ça tient au fait qu'on laisse beaucoup de place aux associations, aux journalistes qui vont dire des chiffres complètement aberrants, sans qu'en face il y ait de véritables réponses. Alors moi je suis journaliste et je vous assure que si je suis journaliste, enfin je le suis, je l'ai été, je vais vérifier mes chiffres quand je les publie. Donc voilà. Vous voulez continuer peut-être sur ce sujet-là ? Non, en tout cas voilà, c'est un point qui est important et je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler, mais le fait que le débat actuel sur l'impact environnemental du transport aérien soit assez biaisé amène à des critiques assez fortes sur le transport environnemental. Alors ça a eu du bon parce que ça a forcé l'ensemble des acteurs à se secouer, à se réveiller et à accélérer leur transition environnementale. Mais ça a aussi fait du transport aérien une sorte de bouc émissaire, malheureusement, pour des raisons environnementales, mais pas que. Ma conviction personnelle, c'est que même lorsque l'avion vert existera, on continuera de critiquer le transport aérien. Et ça, c'est notre histoire. On va voir ça. Continuons avec vous, Monsieur de Izagirre. Est-ce qu'on peut parler de la segmentation de ce transport aérien ? Il y a les professionnels, il y a les touristes, dont Jean-Didier Urbain est un spécialiste. C'est quoi la segmentation ? Oui, alors effectivement, c'est que trop souvent, on assimile l'avion et le voyageur à un voyage futile, ou un voyage pour des raisons touristiques. Il faut savoir que ça n'est qu'une faible partie de toute la nécessité de voyage. Vous avez d'abord une clientèle affaires. On peut dire d'ailleurs que cette clientèle affaires dans le transport aérien, elle a tendance quand même à régresser, parce qu'effectivement, les entreprises sont de plus en plus conscientes de la responsabilité sociétale, environnementale, désirent réduire leurs coûts. Donc ça, c'est un segment que l'on anticipe plutôt en réduction. En tout cas, je parle là aussi sur les marchés matures, parce qu'il faut faire une grande différence entre l'Europe et le reste du monde. Même l'Amérique du Nord est un marché mature, mais qui est en forte expansion, et dans lequel vous ne voyez pas les mêmes débats qu'en Europe sur la nécessité de prendre des mesures coercitives ou de restriction à la quantitative de l'avion. Alors, restons une seconde sur l'Amérique du Nord. Vous m'avez dit mature, mais en expansion. Moi, je pensais qu'un marché mature, c'était justement un marché qui était allé au maximum de ce qu'il pouvait offrir, non ? Mature au sens de, une grande... un fort historique de l'aspect transport aérien, mais encore en fort développement. C'est-à-dire vous n'avez pas les mêmes débats aux États-Unis ou au Canada que vous avez chez nous en Europe sur la nécessité d'imposer des quotas individuels, etc. Vous avez d'ailleurs une approche extrêmement différente sur un sujet, les SAF, les carburants durables. Chez nous, ils sont juste là. Voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez les voir là. Vous savez que c'est le principal levier de décarbonation que nous envisageons. C'est le principal levier de décarbonation qu'on envisage. Si vous regardez, en Europe, on a toujours une approche d'une fiscalité punitive, puis on aime bien être culpabilisateur. Donc chez nous, on impose des quotas, on taxe, et donc ça fait qu'aujourd'hui, vous le savez, les carburants durables sont 4 à 8 fois plus chers que le combustible fossile que nous utilisons. Si vous regardez aux États-Unis, dont on dit qu'ils se fichent de la planète, en fait, grâce à l'IRA, l'Inflation Reduction Act, ils ont arrêté un plan d'investissement massif, puisqu'il prévoit en fait d'avoir une production 4 fois supérieure à ce que prévoit l'Europe et le Royaume-Uni d'ici 2035. Et alors que vous avez un engagement en 2050 d'incorporation de 70% de carburant durable, l'objectif des États-Unis, c'est 100%. Et eux, ils n'ont pas une logique punitive, ils ont une logique, une fiscalité incitative. C'est-à-dire que là où l'on paye, en France, par exemple, la tonne de carburant durable, 5 000 €, là où en Europe, c'est 3 200 à 3 500, c'est 2 000, voire moins, euros la tonne aux États-Unis. Et ils n'ont pas sorti cette incitation fiscale
de quotas d'incorporation obligatoire. Donc c'est pour ça, vous voyez, je fais une différenciation. Alors j'avais à votre place tout à l'heure Monsieur Wood qui nous disait que en France on a des quotas effectivement, mais et en Europe évidemment, mais sauf erreur, il nous expliquait qu'en Grande-Bretagne les objectifs étaient plus importants, 10% de SAF en 2030 dans le réservoir de l'avion, 6% en France, Union européenne, et également 10% aux États-Unis. Donc il y a bien des objectifs en tout cas qui sont fixés. Oui, il y a des objectifs, mais après il faut la filière de production, vous voyez. Mais bon, nous elle est en train de prend comme référence les quotas au niveau européen. ReFuelEU, c'est 6% en 2030, d'accord. Même si, par exemple, vous avez le groupe Air France KLM qui, lui, s'est fixé comme objectif d'intégrer 10%. Donc, ce que je disais, donc, il y a cette clientèle à faire. Vous avez toute la clientèle dite affinitaire, par exemple, les populations ultramarines. Vous avez évidemment un grand nombre de compatriotes antillais et réunionnais qui vivent en métropole, qui ont besoin de voyager. Et permettez-moi de vous dire que quand vous vivez outre-mer, le transport aérien, ce n'est pas un luxe. C'est un produit vital, c'est un produit de première nécessité. C'est pour ça que lorsque j'entends dire le transport aérien est réservé aux riches, je ne sais pas si ces gens voyagent beaucoup. Parce que, par exemple, si j'en reviens à mon modeste exemple de Corsair, quand je vois... dont vous êtes le président. Je suis le président, voilà. De la compagnie Corsair. Il y a une population extrêmement mixte. Et donc, on ne peut pas dire qu'il n'y a que des classes privilégiées. Quand vous voyagez sur l'Afrique et que vous transportez la diaspora africaine qui vit en France et qui veut rentrer dans son pays, ce ne sont pas des gens ultra privilégiés. Bon. Donc, vous avez toute la clientèle affinitaire qui est très importante. Vous avez la clientèle VFR, Visit Friends and Relatives. Vous êtes expatrié, vous faites venir vos amis, vous faites venir vos enfants, vous voyagez pour entrer dans votre pays d'origine, la France, etc., etc. Donc, vous avez quand même plusieurs flux et le flux touristique. Et ce flux touristique, il est très variable d'une destination à l'autre. Si vous allez au Mali, comme par exemple, moi je desserre la Paris-Bamako, il n'y a pas un seul touriste. Quand vous desservez Punta Cana, vous avez 95% de touristes à bord de vos avions. Donc, c'est pour ça que cette assimilation à un voyageur touristique futile qui est pris d'une névrose obsessionnelle du voyage, elle ne reflète qu'un segment parmi toute la clientèle de nos avions. Jean-Didier Urbain, à l'instant même, j'ai entendu un mot-clé, le mot tourisme, vous l'avez entendu comme moi, alors là, je suis obligé de me tourner vers vous. Oui. Vous êtes vraiment un spécialiste de ce sujet-là, anthropologue. Qu'est-ce que c'est un anthropologue, finalement ? Un anthropologue, si vous voulez, l'anthropologie avant, ça s'appelait la psychologie générale. Et on a abandonné le terme de psychologie à partir du moment où la psychologie est devenue clinique et finalement s'est spécialisée dans la forme de médicalisation de l'approche des mentalités, des esprits. Donc l'anthropologie sociale est née de cette psychologie non pathologique, je dirais, qui ne traite pas d'une morbidité, mais des sensibilités collectives. Voilà. Vous vous intéressez à la mentalité du touriste. Qu'est-ce qui le motive? Où est-ce qu'il va? Voilà. J'ai entendu le mot touriste, j'en ai entendu un autre aussi, j'ai entendu futile. Oui. Ça, effectivement, c'est un des gros problèmes majeurs concernant le tourisme. Le tourisme, c'est le voyageur inutile. Toujours surnuméraire, il sera nombreux, c'est vrai, et qui plus est, il ne sert à rien. Ça m'a toujours horripilé. C'est même de là que je suis parti et que j'ai étudié le touriste. Je pense qu'une société sans la soupape touristique est une société en danger. Et le tourisme n'est pas né de n'importe quoi. Il est né de l'urbanisation de la société. Il est né en Angleterre, très précisément, parce que ça a été le premier pays urbanisé avec plus d'un habitant sur deux dans les villes dès 1862. Nous, en France, il faut attendre 1932 pour avoir un habitant sur deux dans les villes. Et le tourisme se développe quasi mécaniquement, je dirais, au prorata de l'urbanisation des sociétés. Et on parlait, avant le Covid, l'intention de départ, le tourisme s'est mondialisé, et l'intention de départ était devenue aussi élevée déjà au Brésil, en Chine ou en Inde, en 2019, qu'il l'était en Europe. Comme par hasard, des sociétés qui sont aussi éminemment urbanisées. Donc là, d'emblée, on est dans les problématiques d'environnement, puisque, effectivement, qu'est-ce que l'urbanisation? C'est la concentration. L'urbanisation, c'est la concentration. C'est la concentration. Et la concentration, c'est la pollution. D'ailleurs, on est à l'aube d'un grand débat autour de l'habitat individuel et de l'habitat collectif, qui va certainement être un des fronts les plus violents idéologiquement et culturellement dans les années qui viennent. Avec, en contrepoint, aussi au niveau du voyage. Parce qu'il va y avoir des voyages finalement de plus en plus nombreux, mais finalement portés par des voyageurs et notamment des touristes de plus en plus individualistes.
qui donc renonce. Le touriste est de plus en plus individualiste. Ah oui, complètement. Vous me faisiez remarquer que comment dire, les groupes de personnes d'origine japonaise Oui. qu'on avait l'habitude de voir il y a 20 ans, c'est fini. Les Japonais, ils vivent Oui. comme, Oui, ils voyagent un peu comme nous. Absolument. Allez à Ils se Venise, débrouillent, quoi. Allez à Venise, il y a 20 ans, les Japonais, on les reconnaissait dans les groupes suivant un petit drapeau, etc. Vous y allez aujourd'hui, ils sont dans les petites ruelles et dans les petites auberges, les petites tavernes, ils sont là. Ils ont pris l'habitude de ce tourisme, finalement, de l'interstice, du détail, de l'intérieur. Ils sont sortis de cette grégarité primitive. Mais c'est pas pour rien. Je dirais que les Chinois représentent une clientèle, c'est une manne pour les professionnels pour ne pas changer leurs mauvaises habitudes. Je veux dire parce Pour que ne pas changer leurs mauvaises habitudes. exactement, à savoir C'est-à-dire qui est de standardiser une demande, une offre plutôt, sans tenir compte des particularités d'une demande, et finalement d'avoir justement ce qu'on a appelé si horriblement le tourisme de masse. Hein, on massifie l'offre touristique parce qu'on suppose que la demande est aussi, elle, très uniforme. Et finalement, on en vient non seulement à traiter le touriste de futile, mais au fond de quelqu'un sans grande imagination, sans grande particularité, sans grand désir spécifique. Et ça, je pense il va falloir qu'on tourne la page. Je rappellerai d'ailleurs qu'il y a quand même un symptôme qui est un signal fort, c'est l'effondrement quand même de Thomas Cook avant. l'effondrement de Thomas Cook qui faisait justement des voyages en groupe, un peu massifiés, c'est ça? C'est ça, très stéréotypé. Et j'en parlais avec M. Izaguirre. Il y a TUI qui, à mon avis, est en train de... L'histoire bégaye et que TUI est en train de revivre, ou de se mettre à revivre. Voyagiste allemand. Voyagiste allemand, ce qu'a vécu Thomas Cook. Ils ont intérêt à faire très attention, à mon avis, à cet égard. Donc le tourisme s'individualise. J'ai l'impression que vous parlez comme s'il y avait une forme de noblesse du tourisme. Mais il y a toujours eu une noblesse. Simplement, il a toujours été très compliqué d'être un touriste. Parce que le touriste, par définition, c'est un éternel intrus. Et il n'y a pas que l'avion qui est bouc émissaire, le touriste est aussi bouc émissaire. Mais je suis tout à fait d'accord avec vous pour la bouc émissérisation de l'avion, ça, je suis tout à fait d'accord. Il y a une cristallisation d'une certaine haine vis-à-vis du voyage, qui trouve dans l'avion son objet idéal, mais comme le touriste, quoi. Il est par excellence le mauvais voyageur. Parce que non seulement il est futile, mais il est prédateur, il est surnuméraire, il est envahisseur, etc. Mais c'est pas lui qui est envahisseur. C'est une certaine industrie du tourisme qui a fait du touriste un envahisseur. C'est pas à cause du touriste que les grands dinavis à Venise passent devant la place Saint-Marc. C'est grâce aux édiles locales qui permettent finalement à ces bateaux de passer. Il ne faut pas confondre le tourisme et le touriste. Le touriste est un homme qui rêve de voyage. Le tourisme, en tant qu'industrie, c'est l'exploitation de ce désir. Et cette exploitation, ma foi, on peut largement la contester et appeler à son amendement ou à sa transformation. Voilà. Vous connaissiez Jean-Didier Urbain? C'est un personnage, hein? Ah, quand on l'écoute, oh là là, moi ça fait un petit... C'est pas la première fois que j'ai une table ronde avec vous, mais voilà. Mais alors, vous disiez, il y a quand même cette problématique du surtourisme. Donc il y a le tourisme massifié, mais le surtourisme, c'est aussi la possibilité pour des touristes individuels de, comme par hasard, se retrouver tous au même endroit. On est tous individuels, mais finalement on a tous le même désir et on se retrouve tous au même endroit. Bien sûr, il ne faut pas croire que chacun a un désir à ce point particulier. On a un désir d'ailleurs. Mais ce désir d'ailleurs, on l'a tellement canalisé, tellement pris dans des entonnoirs, si vous voulez. C'est un Américain, un anthropologue américain qui disait, moi, quand un de mes compatriotes part en voyage, il dit, si je pars en voyage, je pars en Europe. Si je pars en Europe, je vais en France. Si je vais en France, je vais à Paris. Si je vais à Paris, je vais au Louvre. Et si je vais au Louvre, je vais voir la Joconde. Ce genre de réaction en chaîne, en entonnoir comme ça, c'est le mal même du tourisme. D'ailleurs, on parle toujours d'attraction touristique. Maintenant, on en arrive à la situation inverse. On essaie d'inventer des répulsions touristiques. Le démarketing pour qu'il n'y ait pas trop de monde dans les calanques. Le démarketing, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai jamais C'est entendu le parler. marketing négatif pour dissuader les gens d'aller dans des endroits jusqu'à présent très valorisés. Ah oui, j'ai vu ça, qu'il y avait par exemple un village allemand qui n'en peut plus d'avoir énormément de touristes et ils mettent des palissades pour qu'on puisse plus prendre le village en photo, etc. J'avais une fois rencontré le maire de je ne sais quel village qui avait gagné le plus beau village de France, vous savez, l'émission télévisée. Il était complètement désespéré, cet homme. Parce qu'ils avaient gagné le concours, mais dans les 2 ans qu'on suivi, ils ont été complètement submergés, tenus de faire des aménagements qui, au bout de 3 ou 4 ans, n'avaient plus d'intérêt parce que la mode était passée à un autre village, et que là, cette surfréquentation touristique, elle était devenue finalement ravageuse. Effectivement, c'était une prédation, mais finalement organisée par les médias, en attirant excessivement l'attention sur un point.
Et puis, je pense que effectivement, Avec la complicité du village lui-même. mais oui, Ah, mais d'accord. mais je pense que le village lui-même n'avait pas mesuré les conséquences en cas de victoire. Le succès. Le succès. Le succès. Voilà. Donc on parlait du segment tourisme. Revenons d'un mot au segment professionnel. Il fléchit quand même, c'est ça? Il fléchit, c'est-à-dire que par rapport à la crise, enfin par rapport à la période avant Covid, on est à moins 20, à moins 25%. Ah, quand même. Oui, quand même. Vous savez, il y a eu l'habitude durant la crise du Covid d'organiser des visios, puis finalement des visioconférences, des Teams, etc. Cela est resté. Vous avez le télétravail. Et puis également, je pense que la plupart des entreprises se sont rendues compte que finalement, un certain nombre de voyages professionnels est un peu superflu, superfétatoire, et qu'elles pouvaient réaliser des économies et d'améliorer également leur empreinte carbone. Donc là, on peut considérer que cette tendance est une tendance lourde. Voilà. Mais moi, je voudrais réagir, si vous permettez, aussi par rapport à ce que Jean-Didier Urbain a dit, c'est que le tourisme, on l'analyse et on veut le diaboliser souvent, et à chaque fois, il y a un bouc émissaire qui est l'avion qui transporte ces hordes de touristes, avec un point de vue très européo-centré. Parce que moi, je peux vous dire que dans les pays qui veulent développer le tourisme, pour eux, c'est une nécessité vitale. Je dessers également l'île Maurice. Je peux vous dire que l'île Maurice, si on arrête les flux touristiques, c'est catastrophique pour le pays, pour l'économie mauricienne, ça crée une crise sociale, etc. Et je peux vous dire que quand vous discutez avec des gouvernants d'autres pays qui cherchent à développer le tourisme, ils sont extrêmement inquiets de ces débats européens qui visent à diaboliser le tourisme. Moi, je dessers des pays africains, c'est un continent que je connais bien. Pratiquement tous les pays africains cherchent à développer le tourisme et ils en font un levier de développement économique et social parce que on ne voit que le touriste que l'on diabolise, mais on ne voit pas ce qu'il apporte comme devise. Il y a des emplois de guides, vous avez des hôtels, vous avez des locations de voitures, etc., etc. Donc, ça a des bienfaits. Et donc, c'est un débat qui est chez nous, mais je peux vous dire que dans ces pays qui cherchent à émerger en matière de développement économique, ils jouent beaucoup sur ce levier et tous ces débats les inquiètent profondément. Et par ailleurs, je caricature, les Français, par exemple, les Français ne sortent plus de France et vont plus voyager à l'étranger. Alors là, on parle du surtourisme. La France va devenir un enfer parce que votre village, vous aurez 10 fois plus de touristes, etc. Et les zones qui sont déjà... La France va devenir un enfer, je n'ai pas compris pourquoi. Non, parce que si vous dites aux Français qui ne peuvent plus voyager à l'extérieur parce que c'est mal et parce que vous devez prendre l'avion et que finalement, il faut rester en France, il faut avoir un espace assez réduit, vous imaginez, vous allez avoir une surconcentration et un surtourisme qui va devenir totalement invivable et excessif. Alors, dans une table ronde, nous, vous avez compris, le dialogue est complet, voilà, la parole est libre et ouverte, mais elle peut aller jusqu'à vous aussi. Donc, si vous avez envie de discuter directement avec les intervenants, vous avez envie de donner un avis, un témoignage, poser une question, vous levez la main, moi je viens jusqu'à vous, je vous donne le micro, vous pouvez discuter directement. Voilà, c'est aussi simple que ça, à tout moment. C'est tout simple. Alors je vais continuer du coup pour parler un peu de cette notion de prix. Vous nous expliquiez à l'instant même, Paul Chiambaretto, cette impression des Français vis-à-vis de l'impact environnemental du transport aérien. Ils sont prêts, pour un certain nombre d'entre eux, à payer plus cher le billet d'avion, dans certaines limites en tout cas, pour, voilà, si c'est pour la décarbonation du transport aérien, on est prêt à payer plus cher quand même. Le point commun de l'ensemble des innovations qu'on voit sous ce chapiteau, c'est qu'elles sont coûteuses. Coûteuses en termes de développement, bien évidemment, mais coûteuses aussi en termes d'exploitation. Pascal Isaguer le disait tout à l'heure, finalement, les carburants d'aviation durable, ils sont quand même nettement plus coûteux que le kérosène classique. On est dans un secteur où on a globalement des faibles marges. Je ne sais pas si vous avez vu les chiffres qui avaient été annoncés par IATA il y a 2 semaines, mais qui disaient globalement, au mieux dans les prévisions, les profits par passager seraient de l'ordre de 2,25 $ par passager pour l'année 2023. Donc autant dire rien. Pour une compagnie aérienne. Pour une compagnie aérienne. Donc, alors vous voyez, il y a des chiffres parfois, on les dit dans une phrase, ça passe, et on se dit, mais attends, est-ce que j'ai vraiment entendu ça?
Alors, Là, ça paraît bizarre. Donc parfois, il faut répéter les chiffres pour Ouais. dire oui, c'est bien ça que j'ai dit. Alors, c'est quoi la compagnie? Elle gagne combien d'argent par passager? en moyenne, dans les prévisions qui sont prévues pour 2023, on serait à 2,25 $. IATA, pour l'imager, a dit ça fait moins que le prix d'un cappuccino par passager aérien. Vous confirmez Je confirme tout à fait. Vous savez, si Pascal le transport Denisaki, aérien avait des marges Mais- très importantes, ça se saurait depuis longtemps, hein. Et en plus, avec la crise du Covid, les compagnies sont sorties, vous le savez, avec un endettement là, très important. Donc, je confirme ces chiffres. C'est-à-dire que dans la chaîne de valeur, les compagnies aériennes sont en fin de chaîne. Elles sont les plus mal loties, hein. Donc, effectivement, parce que ce sont elles qui subissent toutes les hausses de coûts de production, du fuel, les parités dollars, les hausses des motoristes, de la maintenance des avions, du prix des avions, des différents sous-traitants, des redevances navigation aérienne ou aéroportuaire. Et effectivement, elles ont quand même des difficultés à répercuter parce que ce n'est pas automatique, hein. Il n'y a pas une élasticité absolue à 100%. Vous ne pouvez pas répercuter sur votre consommateur toutes les hausses de vos coûts de production. Et par ailleurs, Pourquoi le pas transport aérien, Pourquoi pas? ben pourquoi pas? Parce que Parce vous qu'il avez viendra une pas. limite à l'élasticité de la demande et ça ne marche pas. On le voit bien actuellement, il est incontestable de dire qu'il y a une hausse assez sensible par rapport à 2022. Mais si on prend le baromètre DGAC, je voudrais corriger ça parce que par rapport à 2017, j'ai vu un éminent représentant de la DGAC là, la hausse n'est que 10% pour les tarifs. Malgré tout, vous avez un impact déflationniste sur la demande, hein. Donc, on a beaucoup de difficultés à répercuter ça. Et voilà, on ne peut pas le faire de façon automatique. Mais donc, je confirme le chiffre de 2,25. Je vous ai interrompu. Non, mais pas de souci. Donc, on est dans un secteur où les compagnies aériennes, elles ont de faibles marges. Donc, ça veut dire qu'elles sont obligées, en effet, de répercuter la majorité de ces coûts. Et donc, la question qui se pose derrière, c'est est-ce que nous, vous, en tant que passager aérien, vous seriez prêt à payer plus pour choisir une compagnie aérienne qui est plus verte? Vous avez posé la question, justement, en Alors, français. on a posé la Français. question et en fait, on a des réponses qui sont assez contrastées. Premier point, que ce soit pour les jeunes, d'ailleurs très engagés sur l'environnement, le critère environnemental, la performance environnementale d'une compagnie aérienne, ça reste le 7e critère de choix d'une compagnie aérienne. Très très loin derrière, le prix, la sécurité, le confort, le nombre de correspondances, 7e critère de choix. Donc finalement, c'est pas Ça, c'est forcément... complètement contre-intuitif. C'est contre-intuitif. C'est chez les jeunes, la génération Z. Chez les jeunes, mais même dans le reste de la population. En fait, on a essayé de comparer les 15-25 versus le reste de la population. Et en fait, il n'y a pas d'écart significatif. Je crois que c'est éventuellement 7e pour les jeunes et 8e pour les 25 ans et plus. Oui, à partir de 25 ans, on est vieux, je suis désolé. Même moi, je suis passé de l'autre côté. Mais toujours est-il que voilà, c'est quelque chose qui n'est pas vraiment marquant. En revanche, si on leur pose la question, est-ce que vous êtes prêt à payer plus? Il y a une partie assez significative lors de la population qui dit 40% globalement, je ne suis pas prêt à payer plus pour voyager avec des avions plus verts. Maintenant, si on s'intéresse sur le reste de la population et qu'on leur demande combien est-ce que vous êtes prêt à payer, en moyenne, on a une augmentation de l'ordre de 15%. Alors attention, ce sont des chiffres et c'est du déclaratif. Et je pense que tout le monde, si on vous pose la question, est-ce que vous êtes prêt à payer plus pour manger bio? Tout le monde va dire bien sûr, oui, tout à fait. Dans les faits, quand vous êtes au supermarché, est-ce que vous êtes prêt à payer plus réellement? Pas toujours. Et on a Donc- vu que justement le marché bio Exactement. a une pente descendante avec donc- l'inflation. Hein. Voilà, donc c'est assez compliqué. L'enjeu, c'est d'arriver à essayer de voir quels sont les signaux qui peuvent expliquer ça. Par exemple, les consommateurs qui ont une plus forte sensibilité environnementale, qui sont plus engagés pour l'environnement, qui recyclent beaucoup, qui font du covoiturage, etc., eux, ils vont avoir tendance à payer plus que le reste de la population. L'âge, ça ne compte pas forcément. Voilà, il y a des petites variables qu'on peut essayer d'identifier, sur lesquelles on peut essayer de jouer. Mais pour autant, la question, c'est 15%, est-ce que c'est beaucoup? Alors, 15%, oui, dans l'absolu, c'est énorme, surtout quand on sait que le critère de choix principal d'une compagnie aérienne, c'est le prix. Mais en même temps, on a des prix des billets d'avion qui ont pris 20% au cours des 12 derniers mois. Au cours des 12 derniers mois, les billets d'avion a déjà augmenté de 20%. Il a augmenté de 20%. Il a augmenté de plus de 30% de mémoire, je crois, sur les dom-tom, selon les chiffres de la Donc ça veut de la dire que moi, je DGAC. suis prêt à prendre un avion qui est vertueux s'il a des prix qui sont en baisse de 5%, alors, puisque 15... bon, c'est Non, une blague. non, non, mon point, Ah, c'est c'était pour de dire que, en fait, paradoxalement, alors même que les prix sont en train d'exploser, la demande est toujours là. On arrive toujours à remplir les avions.
C'est quelque chose d'assez extraordinaire qui défie toutes les études que l'on a sur les dernières années sur l'élasticité prix dans le transport aérien. Normalement, avec une augmentation de 20% des prix, on devrait avoir une baisse de la demande qui devrait être de l'ordre de 30%. C'est pas normal que la demande elle soit toujours là. Donc ça veut dire que c'est en train de challenger un certain nombre de choses. Alors c'est essentiellement conjoncturel. Il y a un phénomène de rattrapage. On a été frustré parce qu'on n'a pas pu voyager en 2020, 2021. Il y a un phénomène de rattrapage qui est là, mais ça n'explique pas tout. Et donc ça veut dire que actuellement, à l'instant T, on comprend moins bien le voyageur aérien que ce qu'on le comprenait en 2019. Et on manque actuellement de recul pour savoir si les changements de comportement ils sont purement conjoncturels ou ils sont plus structurels. Si quelqu'un veut s'exprimer, monsieur. Bonjour. Alors, je voudrais juste revenir sur ce que vous disiez, sur 3 points. Vous parliez des marges d'environ $2 par voyageur pour les compagnies aériennes. Vous citiez juste avant les compagnies comme Turkish Airlines qui sont prêtes à commander 600 avions. Que je sache, le retour sur investissement par rapport au prix initial est relativement faible. Je suis un peu dans le commerce. Je pense que je ne mettrai pas mes billes dans ce genre d'investissement après ce que vous venez de dire. Mon autre question est de savoir quelle est aujourd'hui la taxe que vous subissez, entre guillemets, qui serait une taxe écologique quelque part et qui pourrait correspondre donc à ce que la plupart des gens déclarent vouloir payer, par exemple accepter de payer 15% de plus. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a une taxe, par exemple, de 15% qui correspond au prix d'un billet d'avion? Voilà. Je pense que Pascal Isaguirre pourra répondre bien mieux que moi sur la question de la fiscalité du transport aérien, mais il n'y a pas de taxe spécifique sur cet aspect environnemental en tant que tel. Et oui, je partage votre avis, le secteur aérien, en tout cas l'activité compagnie aérienne, c'est de loin l'activité la moins rentable. Il y a toute une multitude de facteurs. La raison d'entre elles, c'est que c'est sur la chaîne de valeur, le secteur sur lequel il y a le plus de concurrence. Des constructeurs aériens, finalement, vous en avez quelques-uns. Si on est sur les gros avions commerciaux de plus de 200 places, vous en avez 2. 2,5 si on compte les Chinois, mais pour l'instant, ils ne sont pas encore là. Sur les distributeurs, les GDS, vous n'en avez pas tant que ça. Enfin voilà, on est plutôt sur des oligopoles, sauf sur les compagnies aériennes, où pour le coup, elles sont des centaines, des milliers. Parfois, sur certaines routes, vous avez 10, 15, 20 compagnies aériennes où tout le monde va se battre. On est dans une vraie guerre des prix, et donc pour le coup, ça écrase les marges. Et donc, c'est vrai que ça fait de ce secteur quelque chose un secteur, en tout cas, qui est peu rentable d'un point de vue économique. Maintenant, sur la question de la taxe environnementale en tant que telle, il y a énormément de débats actuellement sur la fiscalité. Est-ce qu'il faut mettre une taxe ou non pour réduire l'impact environnemental du transport aérien ou pas? Je ne vais pas rentrer dans le débat sur le bien fondé ou non de cette taxe. La question qui se pose toujours, c'est si taxe il y a, qu'est-ce qu'on fait des recettes de la taxe? Pardon? Excusez-moi, je vous ai pas entendu. Aujourd'hui, il n'y a pas de taxe écologique. Je ne suis pas particulièrement pour les taxes. Alors, vous avez d'autres systèmes. Il y avait le système des quotas carbone. Vous avez tout un tas de choses qui ont un impact en tant que tel. Mais la grande... En fait, pour faire simple, on accuse souvent, j'ai vu passer ça aujourd'hui, là actuellement, il y a tout un tas d'associations qui ont décidé d'attaquer plusieurs compagnies aériennes pour greenwashing. On dit toujours que le secteur aérien fait du greenwashing, que finalement son impact environnemental c'est marginal. En fait, ce qu'on oublie de dire et ce que le secteur oublie de dire, c'est que c'est dans son intérêt égoïste, purement égoïste, de réduire ses émissions de CO2. Pourquoi d'ailleurs? Pourquoi est-ce que le transport aérien est aussi vertueux depuis des décennies? Parce que le carburant, c'est le premier ou le deuxième poste de dépense d'une compagnie aérienne. Et donc, ça fait des décennies que le secteur fait tout pour réduire sa consommation de carburant. Ce n'est pas de l'altruisme, c'est de l'égoïsme. Et en fait, paradoxalement, il n'y a pas beaucoup de secteurs qui ont pour intérêt égoïste de réduire leurs émissions. Et donc, c'est pour ça que finalement, paradoxalement, le secteur aérien est un des secteurs les plus sincères dans sa démarche de réduction, parce que c'est un des rares secteurs qui va gagner de l'argent s'il réduit ses émissions. Et ça, on a du mal à faire passer ce message, à le faire comprendre.
Parce qu'il y a une certaine honte, cette fois-ci des acteurs du transport aérien, qui, dès qu'ils communiquent, sont attaqués. Parce qu'ils disent, bah non, on se va se faire attaquer pour du greenwashing, etc. Donc ils n'osent pas. Et je les comprends d'une certaine façon, mais en fait, c'est dans leur intérêt égoïste de réduire ça. Donc, taxe ou pas, en fait, c'est eux qui se l'imposent eux-mêmes parce que c'est dans leur intérêt. Alors, pour continuer sur les questions financières, et puis je vais vous demander votre réaction, parce qu'il s'est dit énormément de choses. Depuis le début, je suis sûr que vous avez plein de choses à nous dire. Mais Pascal de Izagirre, il est quand même question d'avoir une taxe sur les kérosènes, si j'ai bien compris. Parce que quand vous utilisez une voiture, 50% du prix que vous payez en France ou même ailleurs, en général, c'est des taxes. Et en revanche, il n'y a pas de taxe sur le kérosène. Oui, et donc, alors, il en est question aujourd'hui. J'ai bien compris. Bien sûr. Non, mais alors, si vous regardez le cas français, le transport aérien français est un des Très plus taxés voilà. dans le monde. C'est reconnu par IATA. Et je rappelle d'ailleurs que jusqu'à la Covid, le pavillon français a perdu 1 point de part de marché de façon métronomique pendant 20 ans. Donc, ce n'est pas brillant. C'est l'excès de taxes, de redevances en tout genre. Deuxièmement, je rappelle que en France, le transport aérien finance une activité régalienne comme la sûreté. C'est le seul pays au monde où on demande aux compagnies aériennes françaises de financer aussi toutes les dépenses de sûreté dans les aéroports. C'est une activité régalienne qui doit être financée par le budget de l'État. Troisièmement, le transport aérien finance quasiment la totalité de ses infrastructures. Je pense que toutes les sociétés, vous voyez vers qui je me tourne, à qui je pense, ne peuvent pas en dire autant. Donc le transport aérien ne coûte rien au budget de l'État. Il est même excédentaire. Donc ça, c'est un premier point. Alors la taxation du kérosène, vous savez que c'est un accord international. Et donc, il faudrait renégocier une multitude d'accords aériens pour imposer ça. Donc, alors ça peut se faire peut-être à l'échelle européenne, mais à l'échelle internationale, c'est illusoire. Parce qu'aller demander aux Indiens, aux Chinois, aux Turcs, si on veut leur taxer le kérosène de leur compagnie aérienne, ils vont vous dire non. Et d'ailleurs, tout ceci soulève un énorme problème, c'est que nous considérons, nous, que le sujet de la décarbonation, la bonne échelle pour l'envisager, c'est l'échelle internationale. C'est le niveau OACI. Parce que se passe-t-il? Si on nous impose des interdictions à l'échelon national ou européen, si on nous impose des taxations supplémentaires, alors que je le rappelle, on va avoir un effort gigantesque de financement de cette décarbonation, puisque vous savez qu'en 2025, pour le seul pavillon français, hors modernisation de la flotte, parce que tous les avions que nous voyons ici qui sont magnifiques, ils sont quand même très coûteux, donc il faut les financer. Hors modernisation de la flotte, c'est 1 milliard d'euros de surcoût en 2025 pour le seul pavillon français, et c'est 3 milliards d'euros en 2030. Par des compagnies qui, comme on l'a dit, ont des marges très faibles et sont sorties avec un endettement quand même assez prononcé de cette période de la Covid. Donc, on voit bien, si vous voulez, que le problème que ça pose, c'est celui de la distorsion de concurrence. Parce qu'à force de crier haro sur le baudet, sur les compagnies aériennes françaises et européennes, si nos compétiteurs, et Paul Chiambaretto l'a bien rappelé, on est dans un secteur ultra concurrentiel, ce qui n'est pas le cas parce que Paul a parlé des 2 motoristes. Moi, je pourrais vous parler qu'exploitant de l'Airbus A330 Neo, j'ai le choix entre un moteur et un moteur qui s'appelle le 37000 de Rolls-Royce d'ailleurs. Bon, donc on ne peut pas dire, si vous voulez, effectivement, qu'on soit bien placé dans la chaîne de valeur. Donc ça soulève le problème des distorsions de concurrence qui, inévitablement, se traduiront par un affaiblissement du pavillon français et européen au profit de ces compétiteurs qui, eux, ne supporteront pas le même nombre de contraintes. Alors, Jean-Didier Robin, on a ici passé plein de choses à ma gauche, mais je suis sûr que vous avez des réactions, peut-être sur des choses qui se sont dites. Oui, moi j'aimerais bien revenir sur la question posée, jusqu'à quel point les gens sont prêts à payer plus. Et par le petit bout de la lorgnette, je dirais, socio-anthropologique, on constate quand même quelque chose d'extrêmement important dans la vie des ménages. À une époque, quand un ménage avait des difficultés, pour gérer son budget, le premier budget qui sautait, c'était le budget loisirs et vacances. Aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Le budget loisirs et vacances persiste, résiste et on fait des économies sur autre chose. Par le recours au second marché, par tout ce que vous voulez. Mais en tout cas, on va se limiter sur d'autres pôles de consommation, le vêtement, l'électroménager, l'alimentation même.
Mais par contre, et ça démontre bien que le désir de voyager, il est là, qu'il résiste, en dépit, je dirais, effectivement, d'une inflation patente, du coût des voyages, des séjours, des transports, etc. Donc, en se plaçant du côté non plus du tourisme, mais du touriste, je veux dire que le touriste sera un fidèle, à mon avis, du voyage, qui ne sera pas le premier à mettre en péril, effectivement, les activités des professionnels. Parce que je crois que la pratique même du tourisme et du voyage par le touriste, ça répond maintenant à une nécessité fondamentale. Il faut se débarrasser de cette image de la futilité du tourisme. C'est peut-être une très belle expression, au fond, d'un sociologue qui s'appelle Jean Viard, qui disait qu'au fond, on accorde des congés aux citoyens, comme on accorde une permission aux soldats pour éviter la désertion. Je veux dire que l'aspect régulateur du tourisme en termes d'équilibre social est essentiel. Et si on ne prend pas véritablement... Il a fallu le confinement et le risque d'effondrement de l'industrie touristique pour qu'on ait enfin à la une le tourisme, une activité essentielle. La une du Monde, c'était la première fois que le Monde mettait ce genre de grands titres. Il fallait effectivement qu'une économie soit en péril. Que l'homme, lui, soit en péril, c'est pas un problème. Du moment que le commerce fonctionne, tout va bien. Bon, donc j'en appelle effectivement à beaucoup plus d'attention, de bienveillance, d'interrogation, voire de curiosité pour ce voyageur qu'on finalement on connaît pas, qu'on ne connaît pas. On massifie son désir, on dit que finalement se distraire, se reposer, visiter, voilà. Bon, en gros, on a résumé son activité. Je suis désolé, c'est pas que ça. Il se passe tellement de choses pendant les voyages, pendant les vacances. Les vacances sont une thérapie contre l'urbanisation de la société. Même si on quitte sa ville pour aller dans une autre ville. Ah, c'est une thérapie. Thérapie de couple, thérapie des amis, thérapie des parents, thérapie des enfants. Vous vous rendez compte le nombre de liens qui peuvent se réparer pendant les vacances à l'occasion d'un voyage, à l'occasion d'un retour pour le travailleur émigré. Mais c'est extraordinaire. Tous ces liens qui sont distendus justement par la vie urbaine, qui conduisent au divorce dans les couples, qui conduisent à des conflits générationnels, etc. Les vacances, c'est un peu cet autre pays, c'est ailleurs, à l'occasion justement de cette délocalisation, je dirais, du quotidien, où l'on peut réparer, donc soigner ce malaise du lien social qu'impose la ville. Il y avait un sociologue allemand, journaliste dans les années 70 ou même 60, qui disait au fond, et si le touriste n'était pas tout simplement un homme qui, faute de pouvoir changer le monde, parce qu'il le subit, change de monde pour résoudre ses problèmes. Dans une extraterritorialité qu'on appelle le voyage, qu'on appelle la villégiature, qu'on appelle le tourisme, qu'on appelle tout ce que vous voulez, la retraite. Regardez aussi le succès du tourisme mystique, par exemple, dans une lamasserie. Le tourisme mystique. Oui. Ah oui, ça marche bien. Oui, le tourisme spirituel, le tourisme mystique, etc. Que ce soit aller voir un chaman au Gabon ou aller au béguinage en Belgique, ça participe de ce désir parce qu'au fond, la première destination du voyageur, c'est soi. Voilà. C'est soi-même qu'on va chercher ailleurs. Évidemment. D'accord. Je vais vous passer le micro. Juste une petite chose. Non. D'ailleurs, je vais vous passer le micro tout de suite. Voilà. Merci. Bonjour. Donc, pour ajouter peut-être un petit peu d'opposition, dans ce que vous disiez tout à l'heure sur l'importance pour l'aviation de décarboner de manière égoïste, il y a aussi l'effet rebond qui se fait voir, puisque même si c'est effectivement intéressant pour le secteur de l'aviation de décarboner davantage ses appareils et autres, si la demande augmente drastiquement plus, les émissions augmentent davantage. C'est ce que dit notamment Aurélien Bigot. Et après, sur la question peut-être du voyage, est-ce qu'il n'y a pas aussi derrière d'autres moyens de mobilité, peut-être davantage moins directs, peut-être que l'avion aussi. Là, je parle plus de courtes distances, pas des distances très longues où le bateau, c'est pas possible. Mais le train, par exemple, apporte quelque chose de différent, une aventure différente, beaucoup plus de temps, on peut rencontrer des gens, peut-être un peu plus que à l'occasion d'un voyage en avion. Donc voilà, deux aspects en plus. Je partage totalement votre avis. Et je pense que le défi actuel du transport aérien,
c'est non plus forcément de voyager plus, mais d'apprendre à voyager mieux. Alors la phrase, elle n'est pas de moi, elle est de Peter Elbers, qui était à l'époque le patron de KLM, et qui est maintenant chez Indigo et qui commande 500 avions. Mais malgré tout, ce qu'on observe... Légère contradiction, alors. Mais peut-être que lorsqu'on passe justement d'un pays qui est très en pointe sur ces problématiques-là, les Pays-Bas, à un pays qui est émergent, qui ne se pose beaucoup moins ces questions, ben on s'adapte en fonction des spécificités culturelles. Mais je partage tout à fait. Blague à part, je pense qu'on peut observer déjà une première tendance chez certains passagers, en particulier chez les passagers professionnels, qui vont essayer de réduire au maximum les déplacements sur la journée ou sur 2 jours. Et plutôt que de dire, ben voilà, finalement, je vais faire 3 allers-retours en Allemagne au cours d'un mois ou dans ce trimestre, je vais aller faire qu'un seul aller-retour, mais je vais y rester plus longtemps. Et je vais en profiter pour revoir peut-être 3, 4 usines ou quelque chose comme ça. C'est quelque chose aussi qu'on observe chez un certain nombre de passagers loisirs qui se disent, ben, plutôt que d'aller faire 3 week-ends, ben, vaut mieux que je parte peut-être une semaine entière et que je reste plus longtemps sur place pour ne serait-ce que rentabiliser ce déplacement-là. Et finalement, vu qu'on va faire moins souvent des déplacements, ben, ça va permettre peut-être de se faire un peu plus plaisir lorsqu'on va payer son billet d'avion. Et au lieu de voyager en économie, on va peut-être voyager en économie premium pour la première fois, où on va passer sur la classe au-dessus. Et donc, résultat, on va se retrouver dans une situation où on va dépenser plus. Ce qui est très perturbant dans le secteur aérien, c'est qu'on a toujours été obsédé par le mythe de la croissance et le mythe de la taille des compagnies aériennes. Et lorsqu'on met ensemble la taille des compagnies aériennes et leur rentabilité, leur profitabilité, il y a 0 corrélation. Il y a de très grandes compagnies aériennes qui sont très rentables, il y a des très grandes compagnies aériennes qui sont très peu rentables, il y en a des petites qui sont très rentables et des petites qui ne sont pas du tout rentables. Et donc, en fait, finalement, la course que l'on a actuellement à dire, ben, cette année, j'ai fait plus 3% sur les passagers ou j'ai augmenté mon nombre de sièges kilomètres offerts de X%, c'est bien, c'est intéressant, mais en fait, quand on regarde l'impact sur la profitabilité, ben, il est franchement pas net. Et donc, résultat, il y a un certain nombre de compagnies aériennes qui rêvent de réduire leur offre. Le problème, c'est l'acceptabilité de la réduction de cette offre. L'acceptabilité en interne, vous imaginez, vous avez des navigants qui sont là et vous allez leur dire que finalement, ils vont moins voler. Et puis l'acceptabilité politique. Je décide de fermer une route à l'intérieur de la France parce que c'est pas rentable, parce qu'il y a le train, par exemple. Mais dans la demi-heure qui suit, le pauvre directeur de la compagnie aérienne, il reçoit un coup de fil du député pour lui dire, mais on continue la ligne. Hein. Et donc, en fait, le système, il est plus large que ça. C'est qu'il y a les compagnies aériennes qui peuvent avoir envie de le faire. Il y a une évolution des mentalités sur le sujet. Mais je pense qu'elles ont aussi des contraintes tout autour, internes et aussi des contraintes externes, qui les limitent dans cette possibilité-là. Mais malgré tout, je suis d'accord, l'enjeu, c'est d'arriver à voler mieux. C'est d'arriver à voler mieux. Voler mieux, d'accord. Oui, un petit complément. Bon, je crois d'abord que... Alors, monsieur Desaguirre, ouais. je voudrais bien parler dans le micro. Effectivement, bon, si on extrapole ce que pourraient être les évolutions du trafic aérien dans les prochaines années, il est certain qu'il y aura un report modal quand même vers le train. C'est indéniable. Donc, on sait bien que le transport aérien domestique, il est appelé à diminuer. Il y aura peut-être encore quelques longues radiales comme Toulouse, comme Nice. Il y aura les transversales parce que là, vous n'avez pas d'alternative pour le train. Bon, on peut penser que ça va s'étendre également à certaines lignes moyens courriers, du Londres, Amsterdam, Genève. Ça, c'est incontestable. Hein. Donc, pour répondre à la question, assez clair. Ça soulève d'ailleurs un sujet qui est très intéressant, qui est quelle perspective pour le transport aérien low cost. Parce que entre nous, soit dit, l'émergence et le développement du low cost, il s'est appuyé sur des voyages peu chers, très fréquents et très courts. Hein. Et les jeunes, d'ailleurs, sont quand même les premiers consommateurs, si vous voulez, de ces voyages low cost. Hein. C'est pour ça que je suis entièrement d'accord avec ce qu'a dit Jean-Didier Urbain. Nous, ce que nous constatons, c'est que le budget voyage, il est remonté dans les ordres de priorité, si vous voulez, des différents consommateurs. Hein. Et effectivement, c'est aujourd'hui c'est un budget auquel le consommateur est de moins en moins prêt à renoncer.
et auquel il donne une priorité croissante. Ça, c'est incontestable. Donc, le low cost, effectivement, on peut penser qu'il devrait y avoir une atténuation parce que, comme je vous l'ai dit, même si au jour d'aujourd'hui, ce discours, il n'a pas percolé, parce que nous, on n'en voit pas l'effet, on peut penser qu'au fil du temps, il y aura quand même une autorégulation et les consommateurs vont se dire, là je suis tout à fait d'accord avec ce que Paul a dit, moins de voyages, mais plus longs, on prendra plus notre temps, mais cette frénésie de voyager tous les week-ends ou peut-être pas, mais enfin à une fréquence très très élevée, ça va diminuer. Ça, c'est l'européen, peut-être. Mais ça, c'est l'européen, Ouais, c'est ce c'est que ça, je vous ai dit, c'est à chaque fois, il faut différencier un marché très mature où ces problématiques environnementales sont au premier rang, des marchés émergents où il y a encore une soif de développement, de croissance, parce que finalement, la partie des populations dans ces pays ou dans ces continents qui a accès au voyage est extrêmement faible. N'oublions pas que nous, on a eu un mouvement au cours des dernières décennies de démocratisation du transport aérien qui a été fantastique. Hein. Ça a été la troisième révolution du transport aérien grâce à la baisse des prix. Aujourd'hui, vous avez plus de 1 Français sur 3 qui voyage régulièrement, qui est un utilisateur régulier de l'avion. Et pour revenir sur la question, donc effectivement, le problème, c'est que quand vous arrivez au long courrier, vous n'avez pas d'alternative. Donc, le transport aérien est une nécessité. Hein. Mais donc, effectivement, voilà, il faut distinguer marché européen. Mais ces évolutions, ce sont des évolutions de fond, en effet. Jean-Didier Urbain, on parlait de ce tourisme, du court séjour aussi. Alors, comment vous le voyez, le court séjour, on n'en a pas encore parlé. Je pense qu'effectivement, ce que disait monsieur, c'est que le court séjour est sans doute la pratique la plus polluante du transport aérien. Traverser l'Atlantique pour 3 jours, que ce soit tourisme d'affaires d'ailleurs ou tourisme de loisirs, déplacer tout un staff pour signer un contrat pour aller à New York ou à Miami et puis revenir, 12 personnes, c'est peut-être beaucoup, hein, c'est peut-être quand même assez inutile même. Donc là, je suis d'accord sur les courts séjours, il y a énormément d'efforts à faire. Maintenant, je pense aussi que en termes de transport, le transport va sans doute devoir épouser un certain individualisme, qu'il soit aérien ou autre, hein, je ne vise pas particulièrement les choses. Ça veut dire épouser un certain individualisme. C'est-à-dire que individualiser l'expérience de transport passager en avion. Si vous voulez, je pense que l'issue, parce qu'on a parlé du surtourisme, l'issue qui se propose à nous, qui s'offre à nous, c'est d'en finir avec les logiques de concentration et de mise en attractivité à tout crin. Il y a déjà des années que ça circule en sociologie, géographie du tourisme, etc. C'est le concept de tourisme diffus. C'est-à-dire déconcentrer les attractions touristiques. Trouver, quand on va au Pérou, qu'il n'y a pas que le Machu Picchu, quoi. Venir en France, il n'y a pas que Paris, il n'y a pas que la Joconde. Alors en même temps, si vous allez au Pérou et que vous n'allez pas voir le Machu Picchu, c'est dommage. C'est dommage, mais oui, bien sûr. Mais en tout cas, ça peut éviter les engorgements. Hein, on peut ventiler. D'ailleurs, si on ne ventile pas par soi-même, de plus en plus, maintenant, les ventilations s'organisent avec les systèmes de réservation. Hein. Nous, on n'a pas pu monter dans le gros avion gris, là, parce qu'on n'a pas réservé. Bon, voilà. Mais si vous allez à l'Empire State Building, il faut faire votre réservation pour le visiter avant de partir. Bon, c'est pareil pour les musées. Vous avez des listes d'attente. Ce sont des régulations qui se mettent en place, alors comme pour les calanques. Vous appelez à une régulation du tourisme. Absolument, et à une dispersion. C'est-à-dire, à côté des patrimoines, je dirais... Le tourisme, on pourrait l'organiser, enfin, à un niveau un peu global. Il serait temps de l'organiser. Organiser les flux. Je dirais qu'il serait temps de l'organiser. Il n'est pas organisé aujourd'hui. Ouais. C'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a une nomenclature des patrimoines dont on ne peut pas sortir, qui est complètement fixée, style un peu, c'est les 7 merveilles du monde, hein, etc. Ce sont des destinations incontournables et qu'il faut essayer de trouver autre chose. Sans oublier, d'ailleurs, vous parliez aussi de faire des voyages plus longs pour rencontrer les autres. Je suis tout à fait d'accord. Mais ne pas oublier qu'un autre versant du voyage, le voyage, ça permet d'oublier les autres. Et que ça, c'est toute la tradition du voyage médiéval, mystique, etc. C'est justement se débarrasser des hommes. Hein. Voyager, ça permet de se débarrasser de l'autre qui m'emmerde à longueur de journée. Et plus je m'éloigne des hommes, plus je me rapproche de Dieu. C'est le principe même du voyage mystique, si vous voulez. Hein. Donc ce voyage, c'est ça aussi, parce qu'on a toujours cette espèce de portrait robot. Le touriste, il est en quête de quelque chose. Mais ça peut être soi, et pas les autres. Hein. Parce que même lui, il est dépossédé de soi, hein, dans cette vie de fou. Dans notre vie de fou, on est dépossédé de soi-même. Bien sûr. Enfin, je me semble. Enfin, je veux dire, les temporalités d'une vie ne sont pas des temporalités choisies, ce sont des temporalités imposées. Dès le premier feu rouge, vous êtes dans un système, vous devez obéir, terminé. Bon, donc effectivement, déjà l'exotisme, ça peut commencer quand vous allez en province.
Le feu rouge dure déjà plus longtemps. C'est déjà un autre monde. C'est déjà un autre monde. Vous n'êtes plus dans la folie parisienne. Enfin, vous êtes dans un... Oui, c'est une autre chronologie qui s'offre à vous. Et c'est un exotisme, déjà. L'exotisme, c'est ce qui est en dehors de moi. C'est pas forcément du palmier et du sable. C'est ce qui est en dehors de mes schémas habituels. Voilà. Et donc, simplement, il y a ce chiffre qui circule. Alors, je ne sais pas trop d'où il vient, mais quand même, c'est assez intéressant. C'est de dire quand même que 95% des touristes se concentrent sur 5% du territoire planétaire. Il y a quand même de la place pour tout le monde. Bon, il y a Hein, 70% d'océans quand même. Hein. Oui, alors même en retirant les océans, il D'accord. reste encore pas mal de place. Hein, d'accord. Donc le problème, le surtourisme agite un peu ce fantôme. On va être surpeuplé, quoi. Le touriste, ça va être l'éternel envahisseur, c'est le tsunami des loisirs, etc., etc. C'est complètement erroné. C'est la politique touristique qui est complètement mortifère parce qu'elle procède par politique d'attraction. Vous lisez encore les revues touristiques professionnelles aujourd'hui, c'est comment renforcer l'attractivité d'une région. Bon, je sais pas, je suis pas sûr que ce soit la bonne question. Hein. Le tourisme, c'est quelque chose qui est devenu nécessaire dans les sociétés. C'est un régulateur social. C'est un moment de liberté. Hein. Donc, c'est un espace qu'il faut laisser aux autres sans l'encombrer par le désir du profit. Voilà, en gros, si je peux résumer les choses comme ça. Hein. Mais si vous voulez, on a eu pendant le Covid une des plus grosses absurdités qui soit, c'était le concept de plage dynamique. Plage dynamique. Et oui, vous savez, Bah, hein, vous en souvenez. Ce concept n'est pas venu jusqu'à moi. Cette imbécilité. Hein, c'est quoi ça écoutez, une plage dynamique. Vous n'allez pas sur la plage pour courir sans arrêt. Hein, c'est la culture même. La plage dynamique où on n'avait pas le droit de rester. Pour non, il fallait voilà. Alors, excusez-moi, cette espèce de paradis du farniente, du corps allongé, du corps alangui, hein, du corps endormi, etc. Mais en plus, c'était une intrusion dans la vie la plus intime des gens. Ce ne sont plus des vacances, ça. Ce ne sont plus des vacances. Hein, ça devient, ou alors très totalitaire comme vacances. Hein. Vous faites ce qu'on vous dit sur la plage, et puis c'est tout. Ah ben c'est sûr que la Covid, elle a imposé des changements assez importants, mais c'était quand même pour en vue de la santé des gens. Oh, mais la tension était sans doute bonne, mais les effets étaient dévastateurs. D'accord. Bon, heureusement, on est revenu à une forme de normalité. Oui, certes. Mais d'ailleurs, ce que je voulais dire, effectivement, vous disiez tout à l'heure, la conjoncture ne s'épuise pas dans le fait que le Covid, finalement, provoque une réaction libératoire, etc. Le processus, à mon avis, est déjà enclenché bien avant. Le Covid n'a été qu'un catalyseur. Et je ne suis pas sûr que ça s'épuise, si vous voulez. Ça a donné une impulsion. Impulsion à quoi? De quoi un désir de voyage, un désir d'ailleurs, un désir de déplacement, un désir de mobilité. Et je ne suis pas sûr que ça s'épuise comme ça. Une fois que revenu à la normale, le Covid oublié, non. On va redevenir pantouflard, casanier. Non, ça, je ne le crois pas. Alors, au Paris Air Lab, vous avez compris qu'on fait des rencontres comme ça avec Monsieur de Izaguirre, Monsieur Chiambaretto, Jean-Didier Urbain. Et demain matin, on a une autre réunion qui va être absolument passionnante. Ici, c'est vraiment un temple de l'innovation. On aime la technique, on aime la technologie. Et on va avoir 7 CTOs, donc des directeurs techniques de grandes entreprises de l'aérien, qui vont venir ici et faire des pitchs pendant 1 heure. On aura les CTO de Airbus, de Boeing, de Pratt & Whitney, de GE, de Safran, de Rolls-Royce, de Dassault Aviation, Bruno Stoufflet, qui est un habitué ici. Eh bien, ils vont venir ici et venir s'exprimer, répondre à des questions. Ce sera demain à 11h30. Et l'après-midi, eh bien, on aura des gens moins connus, mais qui peut-être dans quelques années seront extraordinairement connus. 7 startups, voilà, on avait 7 CTOs internationaux, et puis après on a 7 startups. Ce sera entre 16h30 et 17h30. Ils vont venir pitcher devant vous. On va pouvoir leur poser des questions et savoir de quelle manière ils envisagent cet avenir disrupté, si vous me passez l'expression, qu'eux imaginent avec leurs innovations. Alors tout à l'heure, vous nous disiez, Jean-Didier Urbain, que dans notre vie de fou, on se sentait dépossédé de soi. Moi, je me suis senti bien avec vous, pas du tout dépossédé de moi. Et pourtant, je n'étais pas en vacances, c'était mon travail, mais j'ai passé un excellent moment. Mais moi aussi. Et je voulais vous remercier infiniment. Jean-Didier Urbain, Paul Chiambaretto et Monsieur de Izaguirre, un dernier mot avant les applaudissements, voilà. Un dernier mot. Écoutez, moi, ce salon du Bourget me rend très optimiste, parce que c'est vrai que l'aérien est confronté à un défi majeur, gigantesque, qui est celui de la décarbonation. Mais quand on voit cette effervescence de créativité et d'innovation technologique, nous, dans le secteur aérien, nous sommes des positivistes. Donc, nous croyons
dans la science, dans le progrès, dans les innovations technologiques. Et vous parliez des transporteurs et des motoristes ou des équipementiers qui sont plus traditionnels. Vous voyez les startups, et ça c'est une nouveauté fantastique, il y a des premiers avions électriques, etc., etc. Nous pensons que la science nous donnera les leviers et les moyens de mener à bien cette décarbonation. Et ce salon du Bourget, on le voit, on est en train de réinventer l'avion, pour reprendre votre expression, peut-être de réenchanter l'avion. Et donc, je voulais terminer pour ma part sur cette tonalité très positive. Merci, messieurs.